Ma femme est morte dans un accident soudain. Quelques jours plus tard, le notaire m'a tendu les clés d'un penthouse de luxe en me disant « C'est à votre nom maintenant ». Ella m'avait toujours interdit de poser des questions sur ses voyages d'affaires lorsqu'elle était en vie. Je comptais vendre l'appartement, mais avant de le faire, j'ai décidé d'aller le visiter. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été figé par le choc. Dans le salon, il y avait « Je suis content que vous soyez là ». Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous me regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je n'aurais jamais imaginé tenir entre mes mains les clés d'une vie dont j'ignorais totalement l'existence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles d'Ella et je continuais à retrouver des traces d'elle éparpillées dans notre maison de Maple Street. Sa tasse de café restait dans l'évier, un léger reste de rouge à lèvres sur le bord que je n'osais pas frotter. La lumière du matin traversait la fenêtre de la cuisine exactement comme elle l'avait fait pendant 35 ans. Mais tout semblait différent désormais, vide, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant qu'Ella franchisse la porte avec le cliquetis familier de ses talons sur le parquet. J'avais 60 ans, et pour la première fois de ma vie adulte, je me sentais complètement perdu. La sonnerie de la porte interrompit mes pensées, brisant le silence qui était devenu mon compagnon constant. À travers le Judas, j'aperçus M. Harrison, notre avocat de famille, sur le porche, tenant une enveloppe manille dans ses mains fatiguées. Son expression était exceptionnellement sérieuse, même pour un homme habitué à gérer testament et succession. « Stephen », dit-il lorsque j'ouvris la porte, sa voix prudente, celle que l'on utilise juste avant d'annoncer une nouvelle qu'on n'est pas prêt à entendre. « J'ai quelque chose qui appartenait à Ella, quelque chose qu'elle m'a demandé de vous remettre, après les arrangements funéraires. Je l'ai conduit au salon, là où Ella et moi avions passé tant de soirées à regarder les actualités, à débattre du dîner ou à planifier des vacances que nous n'avions jamais prises. Le canapé en cuir portait encore l'empreinte de ces soirées passées, jambes repliées sous elle, lisant ces romans d'amour qu'elle prétendait ne pas être sérieux. Monsieur Harrison s'installa dans le fauteuil en face de moi, l'enveloppe posée sur ses genoux comme si elle contenait quelque chose de dangereux. Ella est venue me voir il y a environ 6 mois, commença-t-il, ses doigts frappant nerveusement contre l'enveloppe. Elle a mis à jour son testament, mais elle a également laissé des instructions précises concernant certains biens qui ne figuraient pas dans le document principal. Mon cœur s'accéléra. Pendant 35 ans de mariage, Ella n'avait jamais caché quoi que ce soit d'important. Nous partagions tout compte bancaire, décisions financières, même les mots de passe de nos emails. Elle était méticuleuse sur la transparence, répétant que les secrets étaient la mort de tout bon mariage. « Quel genre de bien ?» demanda-je, la bouche sèche. Monsieur Harrison ouvrit l'enveloppe et en sortit un trousseau de clés. Argenté, moderne, attaché à un petit porte-clés rectangulaire portant une adresse imprimée en lettres noires nettes. Downtown Tower, unité 2100 Sertem 7. En dessous, de la main d'Ella, ces mots. Pour Stephen, je suis désolé. Je fixais les clés, incapable de comprendre ce que je voyais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cet endroit? C'est un appartement de luxe au centre-ville, dit M. Harrison, sa voix douce mais posée. Ella l'a acheté il y a 8 ans. L'acte est à son nom, mais selon ses instructions, la propriété vous revient immédiatement après son décès. Pas de succession, pas d'attente, il est à vous maintenant. 8 ans. Pendant 8 ans, ma femme avait possédé une propriété dont je n'avais absolument aucune idée. La femme incapable de garder un secret de fête d'anniversaire plus de 3 jours avait pourtant réussi à me cacher un appartement entier pendant presque une décennie. Pourquoi? Le mot sortit à peine comme un murmure. Pourquoi me cacher ça? Monsieur Harrison se déplaça mal à l'aise sur sa chaise. Je lui ai posé la même question quand elle est venue me parler de cet achat, dit-il. Elle a répondu que c'était lié à ses déplacements professionnels, qu'elle avait besoin d'un endroit pour rester. Quand elle travaillait tard en ville, il marqua une pause, ses yeux gris rencontrant les miens. Mais elle m'a demandé une chose très précise. Elle m'a fait promettre de ne jamais vous en parler de son vivant.
Elle disait que vous n'étiez pas censé poser de questions sur ces voyages professionnels, que certaines choses devaient rester privées pour le bien de tous. Ces voyages d'affaires, pendant 15 ans, Ella se rendait régulièrement en ville, parfois une fois par mois, parfois plus souvent. Elle disait toujours que c'était pour son travail de consultante, aidant de petites entreprises avec leur comptabilité. Chaque fois que j'essayais d'en savoir plus sur ses clients ou ce qu'elle faisait exactement pendant ses voyages, elle se montrait défensive, affirmant que j'étais trop contrôlant et qu'elle avait besoin d'indépendance dans notre mariage. J'avais appris à ne plus poser de questions. L'appartement est entièrement meublé, continua M. Harrison en sortant un dossier de sa mallette. Les taxes foncières sont à jour. Les services sont réglés automatiquement depuis un compte qu'elle a géré séparément. Elle a laissé des instructions. Vous devez visiter le bien avant de prendre toute décision concernant sa vente. Je pris le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des documents de propriété, des factures, même ce qui ressemblait à un plan de l'appartement. Tout était méticuleusement organisé, exactement comme Ella tenait toujours ses papiers. Écriture sur des documents que je n'avais jamais connus. C'était comme découvrir des lettres d'amour destinées à un étranger. « Il y a autre chose, murmura M. Harrison, sa voix tombant encore plus bas. Ella a spécifiquement demandé que vous alliez seul dans l'appartement la première fois. Elle disait qu'il pourrait y avoir des choses nécessitant une intimité totale pour être comprise correctement. Une intimité totale? Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans cet appartement que je ne pouvais partager avec nos amis les plus proches? Qu'avait-elle caché d'aussi sensible qu'il fallait un secret complet? Après le départ de M. Harrison, je restais dans ma cuisine, tenant ses clés en argent, les faisant tourner et retourner dans ma paume. Le métal était chaud au toucher, mais elle me semblait étrangère, comme des artefacts d'une vie qui n'était pas la mienne. De la fenêtre, je voyais Madame Chen arroser son jardin, vivant son jeudi après-midi normalement. Pendant que mon monde entier basculait, je repensais à la dernière conversation que j'avais eue avec Ella, juste 2 jours avant l'accident. Elle était assise à cette même table de cuisine, triant son courrier avec cette concentration intense qu'elle apportait à tout. J'avais mentionné que nous devrions commencer à planifier des vacances pour ma retraite prochaine. Peut-être enfin ce voyage en Irlande dont nous avions toujours rêvé. Elle leva les yeux vers moi, une expression que je n'avais pas su déchiffrer à l'époque, quelque chose entre tristesse et soulagement. « Stephen, dit-elle d'une voix étrangement douce, il y a des choses dans ma vie que tu ignores, des choses que j'avais l'intention de te dire. » Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, son téléphone sonna. Un de ces appels professionnels qui semblent toujours interrompre nos conversations les plus importantes. Elle était entrée dans son bureau à domicile, fermant la porte derrière elle. Et quand elle est ressortie 20 minutes plus tard, elle se précipitait pour attraper son sac et ses clés de voiture. « On remet notre conversation à plus tard », m'avait-elle dit en m'embrassant sur la joue avant de sortir. « On parlera quand je reviendrai de la ville demain. » Elle n'est jamais revenue de la ville. L'accident a eu lieu sur l'autoroute 91, à seulement 15 minutes du centre-ville. La police a dit qu'un camionneur s'était endormi au volant et avait franchi le terre-plein central. Ella est morte sur le coup, m'ont-ils assuré, comme si ces mots pouvaient alléger l'immense douleur. Sa voiture était complètement détruite, son sac éparpillé sur l'asphalte, mais son téléphone, étonnamment, avait survécu intact dans la boîte à gants. Quand je l'ai examiné plus tard, à la recherche des contacts de ses collègues de travail, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Le dernier numéro qu'elle avait composé n'était ni celui de son bureau, ni celui d'un client que je connaissais. C'était un numéro résidentiel avec un indicatif. Local, enregistré sous une simple initiale S. Je n'avais jamais appelé ce numéro. Une partie de moi ne voulait pas savoir qui était S, craignant que découvrir la vie secrète d'Ella ne ternisse les souvenirs que nous avions construits ensemble. Mais maintenant, tenant les clés d'un appartement dont j'ignorais jusqu'à l'existence, j'ai compris que j'avais été idiot de penser pouvoir préserver notre mariage en choisissant l'ignorance. Le trajet jusqu'au centre-ville a duré 40 minutes dans un trafic étonnamment dense pour un jeudi après-midi. Le Downtown Tower était l'un de ces gratte-ciels modernes
qui avait poussé dans le quartier des affaires au cours de la dernière décennie, tout en verre et acier, tendu vers le ciel comme pour toucher quelque chose d'inaccessible. Le hall était impeccable, avec des sols en marbre reflétant la lumière des lustres en cristal, et un portier qui hocha poliment la tête à mon approche. « Je viens pour visiter l'unité 21107, dis-je, ma voix tremblante à peine perceptible. Il consulta son écran, puis leva les yeux avec un sourire professionnel. « Bien sûr, monsieur Harrison. Madame Ella avait dit que vous viendriez. Les ascenseurs sont juste à votre droite. » « Madame Ella ? Pas Madame Stephen Harrison, pas même Madame Harrison. Juste Madame Ella, comme si elle appartenait à une vie totalement séparée, avec sa propre identité, indépendante de son rôle d'épouse. » Le trajet en ascenseur jusqu'au 21e étage sembla durer une éternité. Me fixait dans les portes en acier poli, et j'avais à peine reconnu l'homme qui me regardait. Quand avais-je autant vieilli? Quand ces rides autour de mes yeux étaient-elles devenues si profondes? Ella avait toujours dit que je vieillissais bien, que j'avais l'air distingué plutôt que vieux. Mais là, dans cette poillette métallique qui montait, je ressentais chaque année de mes 60 ans. L'unité 21107 se trouvait au bout d'un long couloir, moquetté d'un bleu profond. Je me tenais devant la porte comme suspendu dans le temps, les clés glissantes de sueur dans ma paume. Ce qui se cachait derrière cette porte allait changer tout ce que je croyais savoir sur mon mariage, sur ma femme, sur moi-même. J'insérais la clé dans la serrure. L'appartement était magnifique, d'une manière totalement étrangère à notre modeste maison de Maple Street. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue spectaculaire sur la ligne d'horizon de la ville, et le soleil de l'après-midi baignait tout dans une lumière dorée. Le mobilier était moderne mais confortable, avec des canapés gris doux et des œuvres d'art contemporaines qu'Ella n'avait jamais voulu regarder quand nous avions cherché notre propre maison. Mais c'était le son qui me stoppa net. Une musique douce flottait depuis un coin plus profond de l'appartement. Un morceau de jazz que je reconnaissais, mais dont je ne pouvais me souvenir du nom. Sous cette mélodie, je percevais un mouvement, le murmure feutré de pas glissant sur le parquet, le léger tintement de vaisselle déplacée dans ce que je supposais être la cuisine. Il y avait quelqu'un ici. Quelqu'un vivait dans l'appartement secret de ma défunte épouse. « Bonjour » appela-je, ma voix trahissant mon incertitude. Le son s'arrêta immédiatement, laissant place à un silence absolu qui fit battre mon cœur si fort que j'entendais ses coups dans mes oreilles. Puis, des pas se rapprochèrent, rapides et légers, et une jeune femme apparut dans l'encadrement de la porte, donnant sur ce qui ressemblait à la cuisine. Elle devait avoir une trentaine d'années, les cheveux noirs relevés en un chignon désordonné, et ses yeux verts, identiques à ceux d'Ella, me fixaient avec un mélange de surprise, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. De la reconnaissance peut-être, ou du soulagement. Elle portait un simple t-shirt blanc et un jean, mais autour du cou, un collier attira mon regard. Un petit médaillon en argent, que j'avais immédiatement reconnu, celui qui appartenait à la grand-mère d'Ella, que cette dernière prétendait perdue depuis des années. La jeune femme leva la main, presque instinctivement, pour toucher le médaillon contre sa poitrine. Quand elle parla enfin, sa voix était douce, mais assurée, avec un accent qui me rappelait celui qu'Ella avait dans sa prononciation soigneuse. « Vous devez être Stephen, dit-elle, avançant un pas prudent. Maman disait que tu finirais par venir. » Elle fit une pause, ses yeux verts se remplissant de larmes prêtes à déborder. « Je suis Sarah, je suis ta fille. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je m'agrippai au dossier de la chaise le plus proche pour me soutenir, l'esprit en tourbillon, alors que tout ce que je pensais savoir de ma vie s'effondrait autour de moi. « Papa » murmura-t-elle. Et dans ce seul mot, j'entendis 32 années de désir, d'attente, d'espoir, pour un moment que je n'avais jamais imaginé possible. Je restais figé dans ce bel appartement, le regard fixé sur cette jeune femme qui prétendait être ma fille, mon esprit luttant pour accepter des mots qui auraient dû être impossibles. Sarah,
Elle s'appelait Sarah. Elle me regardait avec les yeux d'Ella, attendant une réaction que je ne pouvais fournir, car mon monde entier venait de basculer. La lumière du soleil de fin d'après-midi, filtrant par les immenses fenêtres du sol au plafond, semblait soudain trop éclatante, trop chaude, comme si elle révélait des secrets qui n'étaient jamais destinés à voir la lumière du jour. « Je sais que c'est un choc, » dit Sarah, sa voix douce mais assurée, comme si elle avait répété ce moment des centaines de fois dans sa tête. « Maman m'a dit que tu ne savais pas pour moi. Elle disait que c'était compliqué et qu'elle t'expliquerait tout quand le moment serait venu. » Mes jambes fléchirent et je m'effondrais sur le canapé gris derrière moi, le cuir produisant un léger souffle, presque trop fort dans le silence oppressant. « Quand le moment serait venu, » répéta-je, à peine un murmure. « Elle est morte depuis 3 semaines, Sarah. » Quand exactement comptait-elle me dire que j'avais une fille? Chaque mois, quand les tests de grossesse revenaient négatifs, elle s'effondrait dans mes bras, pleurant, se demandant si nous étions faits pour être parents, alors qu'elle était déjà la mère de quelqu'un d'autre. « Qui est ton père ?» La question est sortie plus dure que je ne l'avais prévu, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre comment ma femme avait pu être enceinte d'un autre homme, tout en partageant mon lit chaque nuit. Le visage de Sarah se durcit, se faisant plus fermé. « Il s'appelle Richard Coleman. Maman l'a rencontré avant de t'épouser, mais elle pensait qu'il n'était pas prêt à s'installer. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a dit qu'elle ne voulait pas le forcer dans une relation qu'il ne voulait pas. Richard Coleman. Ce nom ne me disait rien, mais je l'ai gardé en mémoire, l'ajoutant à la longue liste de secrets de la vie d'Ella que je n'avais jamais connue. Alors elle t'a épousé à ma place, murmurai-je, la vérité amère s'installant dans ma poitrine comme une pierre. Elle m'a épousé parce que j'étais sûr, parce que je voulais une famille, parce que j'étais le genre d'homme qui pourvoirait à elle et à son enfant. Non, répondit Sarah rapidement, se penchant en avant. Ce n'était pas comme ça. Maman t'aimait, Steven. Elle t'aimait vraiment. Elle disait que tu étais l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais connu, que tu aurais été un père incroyable si les circonstances avaient été différentes. Circonstances avaient été différentes. Si ma femme n'avait pas été amoureuse d'un autre homme, si elle m'avait été honnête dès le début, si elle m'avait fait confiance pour lui dire la vérité sur sa grossesse, au lieu de me laisser croire que nous luttions ensemble contre l'infertilité. « Où as-tu été toutes ces années ?» demandai-je, ma voix étrange, lointaine même à mes propres oreilles. Si Ella subvenait à ce logement, si elle menait une sorte de double vie, où étais-tu? Sarah se leva et alla dans la cuisine, revenant avec une photographie dans un cadre argenté. Elle me la tendit, et je me suis retrouvé face à Ella, mais pas Ella que je connaissais. Cette version de ma femme semblait plus jeune, plus heureuse, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. Elle était assise sur un banc dans un parc avec Sarah, qui n'avait pas plus de 8 ou 9 ans. Toutes deux riaient d'un événement hors du cadre de la caméra. « J'ai vécu avec mes parents adoptifs jusqu'à mes 18 ans, dit Sarah en reprenant sa chaise. Maman a organisé mon placement dans une famille à Chicago juste après ma naissance. Elle disait que c'était mieux ainsi, qu'elle ne pouvait pas me donner la vie que je méritais, tout en commençant son mariage avec toi. » La photo tremblait entre mes mains. « Mais tu es resté en contact. » Elle venait quand elle le pouvait. Certains de ses voyages d'affaires en ville étaient pour me voir. Après mes 18 ans, elle m'a aidé à entrer à l'université, à trouver cet appartement après mes études. Elle voulait compenser toutes ces années perdues. Toutes ces années perdues. Je repensais à chaque retour d'Ella de ses voyages d'affaires, à son air parfois différent, plus léger, mais aussi plus triste, comme si elle portait un poids émotionnel que je ne pouvais comprendre. Elle esquivait toujours mes questions sur son travail, changeant de sujet pour s'intéresser à ma journée, au commérage des voisins, à tout ce qui pouvait détourner la conversation de ce qu'elle faisait réellement en ville. « Que fasses-tu comme travail ?» demandai-je, essayant de reconstituer cette vie parallèle que ma femme avait financée en secret. « Je suis graphiste, » répondit-elle. « Je travaille surtout avec de petites entreprises, en les aidant pour leur image de marque et leur support marketing. Ma mère disait être fière que j'ai trouvé une carrière créative, que je fasse quelque chose qui ait du sens. » Je posai la photographie sur la table basse, les mains légèrement tremblantes.
En 35 ans de mariage, Ella n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour le design ou tout autre domaine créatif. Elle était une femme pratique, concentrée sur les budgets, les emplois du temps et sur le bon fonctionnement de notre foyer. Pourtant, il semblait qu'elle avait été fière des talents créatifs de Sarah d'une manière qu'elle n'avait jamais pu exprimer dans notre vie commune. « Steven, murmura Sarah, il y a autre chose que tu devrais voir. » Être la chambre et revint avec une boîte en carton visiblement usée par le temps. Les coins étaient arrondis par les manipulations répétées, et le couvercle était attaché d'un ruban qui avait été noué et dénoué d'innombrables fois. « Maman a laissé ça pour toi, » dit-elle en posant la boîte sur la table basse entre nous. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te le donner à ton passage dans l'appartement. Elle a dit que ça t'aiderait à comprendre. Je fixai la boîte, terrifié à l'idée de la toucher. Quoi qu'il y ait à l'intérieur serait une nouvelle révélation, un autre fragment de vérité capable de bouleverser tout ce que je croyais savoir sur mon mariage. Une part de moi voulait me lever, quitter cet appartement et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je pouvais rentrer chez moi, continuer à pleurer ma femme telle que je la connaissais, et laisser cette vie parallèle reposer avec elle. Mais Sarah me regardait avec ses yeux verts, patiente et déterminée, comme si elle attendait ce moment depuis toute sa vie. Je dénouai le ruban et soulevai le couvercle. À l'intérieur, des lettres, des dizaines, peut-être des centaines, toutes écrites de la main soigneuse d'Ella. Le papier était crème et luxueux, le genre de papier à lettres qu'Ella jugeait trop élégant pour un usage quotidien. Certaines lettres étaient adressées à Sarah, d'autres à un certain Richard. Et tout au fond de la boîte, un épais paquet simplement marqué « Steven ». Une lettre adressée à Sarah et regardait le cache postal. Elle avait été envoyée il y a 3 ans à Chicago. Mes doigts tremblants déplièrent la feuille et je commençai à lire « Ma chère Sarah, je sais que tu me demandes quand tu pourras rencontrer Steven, et je te promets que ce jour viendra bientôt. C'est un homme bon, probablement meilleur que je ne le mérite, mais il ne sait rien de toi, et j'ai été lâche en ne lui disant rien. Je me dis que je le protège, mais en vérité, je me protège moi-même. J'ai peur que s'il apprend l'existence de Richard, de toi, de toutes mes tromperies, il me quitte, et je ne pourrai pas supporter de vous perdre tous les deux. Parfois il parle de ses regrets, de son souhait que nous ayons eu des enfants ensemble. Chaque fois, j'ai envie de lui parler de toi, de lui montrer les photographies que je garde cachées dans mon tiroir de bureau. Tu es si belle, ma chérie, si intelligente et talentueuse. Il t'aimerait s'il savait que tu existes. Mais je suis lâche, et chaque jour rend plus difficile de trouver les mots. Je m'arrêtais, la vision brouillée par des larmes inattendues. Je relevai les yeux, et vis Sarah me regarder avec une tristesse profonde. Elle t'aimait, dit Sarah doucement. Elle avait juste peur, peur de te perdre, peur de me perdre, peur que tout s'effondre, si la vérité éclatait. Je pris une autre lettre, cette fois adressée à Richard. Le cachet postal était récent, il datait d'il y a seulement 6 mois. Richard, Sarah demande. Encore de tes nouvelles. Elle veut savoir si tu penses à elle, si tu te demandes parfois qui elle est. Je ne savais pas comment répondre à ces questions, sans avouer que je ne t'avais jamais parlé d'elle non plus. Tu ignores probablement même que tu as une fille. Depuis des semaines, je réfléchissais à tout révéler à Steven. Il va bientôt prendre sa retraite, et je ne peux pas continuer à vivre cette double vie éternellement. Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir, d'arrêter d'avoir peur des choix que j'ai faits il y a 32 ans. Peut-être est-il temps de laisser tous ceux que j'aime découvrir qui je suis vraiment. J'avais peur, Richard. Peur que Steven me déteste pour cette tromperie. Peur que tu sois en colère contre la fille que tu n'as jamais connue. Peur que Sarah réalise que sa mère a été une menteuse et une lâche toute sa vie. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à tenir la lettre. Je la déposai et pris l'une des enveloppes adressées à moi. Le cachet postal était récent, à peine 2 mois avant l'accident. Steven, lus-je à voix haute, ma voix se brisant sur chaque mot. Si tu lis ceci, cela signifie que j'ai enfin trouvé le courage de te dire la vérité, ou que quelque chose m'est arrivé avant que je puisse le faire. Quoi qu'il en soit, tu dois savoir que chaque jour passé avec toi,
a été un cadeau que je ne méritais pas. Tu m'as aimé entièrement, honnêtement, et j'ai remboursé cet amour par des secrets et des mensonges. J'ai une fille. Elle s'appelle Sarah. Elle a 32 ans, et c'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais connue à part toi. J'aurais dû te parler d'elle dès le début. J'aurais dû avoir confiance que ton cœur était assez grand pour aimer un enfant qui n'était pas biologiquement tien. Mais j'étais jeune, effrayé, convaincu qu'il fallait choisir entre la famille que j'avais créée avec Richard et celle que je voulais bâtir avec toi. J'ai choisi mal, Steven. J'ai choisi de mentir plutôt que de faire confiance, de me cacher plutôt que d'espérer. Et maintenant, à 60 ans, je ne sais pas comment défaire 35 ans de tromperie sans détruire tout ce que j'aime le plus dans ce monde. Je déposai la lettre, incapable de continuer. L'appartement autour de nous semblait trop silencieux, trop lumineux, trop chargé de vérités que je n'étais pas prête à entendre. Il y en a d'autres, dit doucement Sarah. Des lettres pour nous tous, des lettres qu'elle avait écrites mais jamais envoyées. Des lettres où elle essayait de comprendre comment réparer tout ce qu'elle avait brisé. Je regardais cette jeune femme, la fille de ma femme, ma presque fille, assise en face de moi dans un appartement rempli d'épreuves d'une vie que je n'avais jamais connue. Le pire n'était pas la trahison, ni les mensonges. C'était de voir tant d'élan dans le visage de Sarah, dans ses gestes, dans la façon soigneuse dont elle essayait de prendre soin de moi, alors que j'étais un parfait étranger pour elle. Au réveil, Sarah était dans la cuisine, préparant le café, se déplaçant avec la familiarité de quelqu'un qui habite ici depuis des années. La lumière du matin traversait les grandes fenêtres du sol au plafond, crue et implacable, rendant tout trop réel, trop permanent. Ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. « Depuis combien de temps habitais-tu ici » demandai-je en acceptant la tasse qu'elle me tendait. Le café était fort et amer, exactement comme Ella l'avait toujours préparé. « Environ 4 ans, répondit Sarah, s'installant dans la chaise en face de moi, avec sa propre tasse. Après l'université, maman m'a aidé à trouver cet appartement. Elle disait que ce serait bien que j'aie un peu d'indépendance, tout en restant proche, pour qu'elle puisse me rendre visite quand elle serait en ville. 4 ans. Pendant 4 longues années, Ella avait visité cet appartement, passé du temps avec notre fille, construit une relation à laquelle je n'avais jamais été autorisé à participer. Je repensais à tous ces voyages d'affaires pendant cette période, à la façon dont elle revenait parfois avec de petits cadeaux, une écharpe, un livre trouvé dans une librairie, une bouteille de vin d'un restaurant qu'elle disait avoir découvert. J'avais toujours cru qu'elle se faisait plaisir lors de ses déplacements, sans jamais imaginer qu'elle pouvait acheter pour quelqu'un d'autre. Les lettres, murmurai-je, me souvenant de la boîte de la veille. Il y en avait tant. Fréquence t'écrivait-elle. Le visage de Sarah s'adoucit. Presque chaque semaine, surtout après mon emménagement ici. Parfois de longues lettres sur sa journée, sur toi, sur ses pensées. D'autres fois, de simples notes pour me dire qu'elle pensait à moi. Elle disait que ça l'aidait à se sentir plus proche de moi quand nous ne pouvions pas être ensemble. Je posais ma tasse de café, les mains encore légèrement tremblantes, après tout ce que j'avais découvert en seulement 18 heures. « Sarah, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. » Elle acquiesça. Ses yeux verts, les yeux d'Ella, croisaient les miens avec une intensité qui me rappelait douloureusement ma femme. « Ta mère t'a-t-elle déjà dit qu'elle allait me quitter ?» La question resta suspendue entre nous comme un fil électrique prêt à nous électrocuter. Le visage de Sarah devint pâle, et elle baissa les yeux vers sa tasse, la remuant distraitement, bien qu'elle n'y ait rien ajouté. « Sarah, insistai-je, plus doucement, mais avec insistance, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Elle prit une profonde inspiration, puis se pencha vers la boîte de lettres, encore posée sur la table basse. Ses doigts glissèrent sur les enveloppes, jusqu'à trouver celle qu'elle cherchait. Une lettre adressée à elle, postée seulement 3 mois auparavant. Elle ne l'a jamais dit directement, murmura Sarah, mais elle parlait de changements, de grands changements. Assez de vivre un mensonge, qu'elle voulait être honnête sur qui elle était vraiment. Elle me tendit la lettre,
et avec une angoisse grandissante, je la dépliai et commençai à lire « Ma chère Sarah ». Je réfléchis beaucoup à l'avenir ces derniers temps, à ce que je veux pour ma vie lorsque Steven prendra sa retraite. C'est un homme bon, et il mérite tellement mieux que cette existence à moitié vraie que je lui ai offerte. Il mérite une femme capable de l'aimer entièrement, sans réserve, sans secret. J'ai compris que je ne peux pas être cette femme pour lui. Je l'aime, mais pas de la manière dont il m'aime. Pas de la manière dont il mérite d'être aimé. Richard a appelé la semaine dernière. C'était la première fois que nous parlions depuis presque 2 ans, et entendre sa voix a réveillé tant de sentiments que je croyais avoir enterrés. Il est désormais divorcé, enfin libéré de ce mariage qui ne l'a jamais rendu heureux. Il m'a demandé si j'avais déjà pensé à ce que notre vie aurait pu être, si, il y a 32 ans, j'avais eu le courage de le choisir. Je lui ai parlé de toi, Sarah. Je lui ai enfin dit qu'il avait une fille, et qu'il voulait te rencontrer. Il veut faire partie de ta vie et de la mienne, si cette fois j'ai le courage de choisir autrement. Steven aura 65 ans dans 3 ans. 3 années pour préparer la vérité, pour l'aider à comprendre que ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je l'aime assez pour le libérer, pour qu'il trouve quelqu'un qui pourra lui offrir tout ce qu'il mérite. La lettre glissa de mes doigts engourdis et tomba sur le parquet avec un léger chuchotement. Je fixais Sarah, le cerveau en ébullition, alors que l'ampleur de la trahison d'Ella devenait claire. Elle ne s'était pas contentée de me cacher une fille. Elle planifiait de me quitter pour un autre homme, pour le père de l'enfant qu'elle ne m'avait jamais dit exister. « Il y a encore autre chose », murmura Sarah, les larmes roulant sur ses joues. Des lettres où elle parle de sa culpabilité, de la douleur qu'elle sait que ça causera, mais aussi de son impossibilité à continuer à prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas. Je me levai brusquement et allai vers les fenêtres, face à cette vue époustouflante sur la ville. Quelque part là-dehors, un homme nommé Richard Coleman avait eu des conversations secrètes avec ma femme, planifiant un avenir qui ne m'incluait pas. Quelque part là-dehors, toute une vie qu'elle a rêvée, pendant qu'elle mentait à mes côtés chaque nuit depuis 35 ans. « M'aimait-elle seulement ?» demanda-je, la voix brisée malgré mes efforts pour rester fort. Ou est-ce que notre mariage entier n'avait été qu'une performance? « Elle t'aimait, dit Sarah, la voix ferme, malgré ses larmes. Je sais que ça ne ressemble pas à de l'amour en ce moment, mais elle t'aimait, Steven. Juste différemment. Elle l'a aimé lui, avant toi. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je repensais à chaque anniversaire, chaque moment tranquille partagé avec Ella. Combien de ces instants l'avait-elle passé à penser à Richard? Combien de nuits avait-elle passé à mes côtés, souhaitant être ailleurs, avec quelqu'un d'autre? Quand avait-elle prévu de me le dire? Demandai-je, me tournant vers Sarah. À propos de toi? De Richard? De son projet de me quitter? Sarah essuya ses yeux d'un revers de main. Après ta fête de départ à la retraite. Elle voulait attendre que tu aies fini de travailler, que tu aies eu le temps de réfléchir à ce que tu voulais faire du reste de ta vie. Elle pensait que ce serait plus facile pour toi de repartir à zéro si tu n'étais plus attaché à un travail et à une routine. Repartir à zéro. À 60 ans, ma femme planifiait de divorcer pour que je puisse recommencer. L'arrogance de sa pensée, cette supposition que j'accepterais son abandon et poursuivrais ma vie, fit brûler ma poitrine d'une rage inconnue jusqu'alors. Elle avait tout prévu, n'est-ce pas? Dis-je, la voix amère. Tout mon futur planifié sans jamais me consulter. Comme c'est généreux d'attendre que je prenne ma retraite avant de détruire ma vie. Steven, ce n'était pas ça, n'est-ce pas? M'interrompit Sarah. Et immédiatement je me sentis mal d'avoir déchargé ma colère sur elle. Rien de tout cela n'était sa faute. Elle était autant victime de la tromperie d'Ella que moi. Je m'affalais sur le canapé, ressentant soudain chacun de mes 60 ans. « Je suis désolé », murmurai-je, me frottant le visage avec les mains. « Te crier dessus. Ce n'est pas ta faute. » Sarah s'installa près de moi, assez proche pour que je sente son parfum, léger et floral. Un parfum qui me rappelait Ella et toutes les vérités que je devais encore affronter. « Elle avait peur », murmura-t-elle. Dans ses dernières lettres, elle ne cessait de parler de cette terreur de te faire du mal, de te perdre complètement. Elle disait qu'elle avait été lâche pendant si longtemps
qu'elle ne savait plus comment être courageuse. Je pris une autre lettre dans la boîte. Celle-ci était adressée à Richard et datée d'1 mois seulement avant l'accident. Richard, j'ai parlé à Sarah de notre conversation sur ton désir de former une famille. Elle est impatiente de te rencontrer, mais elle s'inquiète aussi pour Steven. Elle s'est attachée à l'idée qu'il pourrait être son père, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir à choisir entre vous deux. Je ne sais pas comment lui dire que ce choix pourrait ne pas lui appartenir. Steven ne va jamais pardonner ça à Richard. Quand il découvrira ses 35 années de mensonges, sur toi, sur Sarah, sur mes plans de le quitter, il ne voudra plus rien avoir à faire avec nous. Peut-être que c'est ce que je mérite. Peut-être que c'est ce que nous méritons tous. Mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'il y ait un futur où tout ce que j'aime pourrait coexister dans le même monde, où Steven pourrait apprendre à aimer Sarah comme je sais qu'il l'aurait fait si j'avais été honnête dès le début, où tu pourrais être le père que tu as toujours voulu être, où je pourrais enfin cesser de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je sais que c'est probablement impossible. J'ai trop fait d'erreurs, trop menti, blessé trop de gens. Mais je dois essayer, pour Sarah, sinon pour nous. Je vais tout lui dire quand il aura 60 ans. 4 mois pour détruire la compréhension entière d'un homme sur sa vie et le convaincre, d'une manière ou d'une autre, que c'est un acte d'amour. 4 mois. Ella s'était donné 4 mois pour me dire qu'elle me quittait pour un autre homme. 4 mois pour me préparer à la révélation que notre mariage reposait sur des mensonges, que la femme avec laquelle j'avais cru passer ma vie n'avait jamais vraiment existé. Mais elle avait manqué de temps. Je posai la lettre. « Sarah, dis-je doucement, il faut que tu me parles de Richard. Que sais-tu de lui ?» Son visage se ferma. Pas grand-chose. Maman ne parlait pas souvent de lui, et quand elle le faisait, elle semblait triste. Elle disait qu'il était artiste, sculpteur, je crois, et qu'il vivait quelque part en dehors de la ville. Passionné, créatif, tout ce qu'elle pensait ne pas pouvoir avoir quand elle était jeune. Un artiste, un sculpteur, tout ce que je n'étais pas. Moi, j'étais un homme pratique, comptable, ayant passé 40 ans à aider les autres, à gérer leur argent et planifier leur avenir. Je n'avais jamais créé quelque chose de beau, jamais inspiré personne, comme les artistes pouvaient le faire. J'étais sûr, fiable, ennuyeux, le genre d'homme sur lequel une femme se rabat quand elle ne peut pas avoir ce qu'elle désire vraiment. Est-ce qu'elle l'a déjà amené ici, dans l'appartement ? Non, répondit Sarah rapidement. Cet espace était le nôtre, à maman et moi. Elle disait qu'il était important de garder certaines choses séparées jusqu'à ce qu'elle trouve comment rassembler tout le monde. Rassembler tout le monde ? Comme si nous étions tous des pièces sur un échiquier, qu'elle pouvait déplacer selon son grand plan. Comme si mes sentiments, ma vie, mon futur n'étaient que des variables dans une équation qu'elle tentait de résoudre. Mon téléphone vibra. Un message. J'étais sur le point de l'ignorer, mais quelque chose me poussa à regarder l'écran. Le numéro n'était pas dans mes contacts. Le message fit frissonner mon sang. Steven Harrison. Ici Richard Coleman. Il faut qu'on parle. Je sais pour l'appartement et pour Sarah. Ella m'avait fait certaines promesses avant de mourir, et j'ai l'intention de les faire respecter. Retrouve-moi demain à 14h au Miller's Diner sur Fifth Street. Viens seul. Je fixais mon téléphone, les mains tremblantes. Sarah remarqua mon expression et se pencha pour lire le message. « Oh mon Dieu, murmura-t-elle, il sait que tu nous as trouvés. » Richard Coleman, l'homme qu'elle avait aimé en premier. Un amour différent, profond, assez fort pour planifier un futur ensemble. L'homme qui apparemment se croyait en droit de réclamer quelque chose maintenant qu'Ella était morte. Le père que Sarah n'avait jamais connu et qui voulait encaisser les promesses faites par ma femme décédée. Demain, à 14h, je devrais rencontrer l'homme que Ella avait choisi plutôt que moi. L'homme avec qui elle avait prévu de passer le reste de sa vie, tandis que je vieillissais seul, à me demander où j'avais échoué. Mais avant tout, je devais comprendre exactement ce qu'Ella lui avait promis et ce que cela allait me coûter pour conserver la seule famille qu'il me restait. Le Miller's Diner était un repère sur Fifth Street depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir.
ces lieux intemporels avec leurs banquettes en vinyle rouge et leurs sols en damier noir et blanc, qui, d'une manière inexplicable, survivaient alors que des établissements plus modernes disparaissaient. J'arrivais 15 minutes plus tôt, choisissant une banquette dans le coin arrière, où je pouvais voir la porte d'entrée et garder un peu d'intimité pour ce que je savais être une conversation difficile. Je commandai un café que je n'avais pas envie de boire, et je tournai la tasse entre mes mains, regardant la condensation se former sur les côtés, essayant de me préparer à rencontrer l'homme qu'Ella avait aimé plus que moi. Que dit-on à quelqu'un qui représente tout ce que vous n'avez jamais été, tout ce que votre femme aurait souhaité que vous soyez? À exactement 14 heures, la porte tinta, et je sus immédiatement que c'était lui. Richard Coleman n'était pas un étranger. En rien ce à quoi je m'attendais. Grand et mince, cheveux poivre et sel, comme s'il venait de passer les doigts dedans, des vêtements à la fois élégants et négligemment portés. Il dégageait une confiance artistique, une aisance dans sa peau que je n'avais jamais connue. Il m'aperçut dans la banquette du coin et marcha avec assurance jusqu'à moi, s'asseyant en face sans invitation. De près, je remarquai les rides autour de ses yeux, les traces d'une vie vécue sans la planification méticuleuse qui avait défini la mienne. Il avait un charme rude qui devait séduire les femmes en quête d'excitation, d'aventure, de passion, tout ce qu'Ella n'avait jamais trouvé avec moi. « Stephen Harrison », dit-il, sa voix légèrement rauque, comme si elle avait été modelée par les cigarettes ou des décennies de rire. « Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais. » Je forçai mon regard à croiser le sien. « Vous êtes exactement ce à quoi je m'attendais. » Un léger sourire traversa son visage. « Ella vous a bien décrit alors. Elle a dit que vous étiez direct, honnête jusqu'au bout. Elle a dit que vous méritiez mieux que les mensonges qu'elle vous racontait. » La manière détendue dont il prononçait le nom de ma femme, comme s'ils avaient partagé des conversations intimes à mon sujet depuis des années, me serra la poitrine de colère que j'avais du mal à contrôler. « Que veux-tu, Richard ?» Il fit signe à la serveuse, commanda un café noir, puis se renfonça dans la banquette avec l'aisance de quelqu'un qui détient toutes les cartes. Je veux ce qu'Ella m'a promis, ce qu'elle avait passé les 2 dernières années à planifier avant que son accident ne bouleverse tout. Une vie à 3. Elle, moi et Sarah, la famille que nous aurions dû avoir il y a 32 ans, si je n'avais pas été trop jeune et stupide pour me battre pour ce que je voulais. Ces mots me frappèrent comme des coups répétés. Ella est morte. Toutes ses promesses sont mortes avec elle. L'expression de Richard se durcit légèrement. Pas toutes. Elle a pris des dispositions légales, Stephen, des engagements financiers. Elle prévoyait de divorcer de vous et de m'épouser, et elle a tout organisé pour que cela se passe sans accroc. Quels engagements financiers ? Demandai-je, la gorge sèche. Il plongea la main dans sa veste et en sortit un dossier, le posant sur la table entre nous. Des polices d'assurance vie avec moi comme bénéficiaire, des comptes d'investissement à nos 2 noms, et l'appartement où vivait Sarah. Ella prévoyait de transférer la propriété à moi, afin que Sarah ait une sécurité lorsque nous deviendrions une vraie famille. Ma vision se troubla légèrement en réalisant l'ampleur de la situation. Combien d'argent était en jeu ? 250 000 $ d'assurance vie, 150 000 $ supplémentaires dans des comptes d'investissement qu'elle avait accumulés au cours des 5 dernières années, plus l'appartement, évalué à environ 180 000 $, près de 600 000 $, de l'argent qu'Ella avait secrètement détourné, de nos comptes communs, de l'argent qui aurait dû faire partie de notre plan de retraite, de l'argent qu'elle donnait à un autre homme pour sécuriser un avenir qui ne m'incluait pas. « Je ne te crois pas, dis-je, bien que ma voix manquât de conviction. Après tout ce que j'avais découvert sur la vie secrète d'Ella, cela semblait malheureusement plausible. » Richard ouvrit le dossier et étala les documents sur la table. Police d'assurance, relevé d'investissement, relevé bancaire, tous montrant la planification financière méticuleuse d'Ella pour une vie avec Richard Coleman. Elle était systématique, dit-il d'une voix presque admirative. Elle a commencé petit, déplaçant l'argent par petites touches pour que tu ne t'en rendes pas compte.
Elle disait que tu lui faisais confiance pour les finances, que tu ne remettais jamais en question ses décisions concernant les investissements et les assurances. Il avait raison. J'avais toujours laissé Ella gérer nos finances, faisant confiance à son jugement pour tout, des polices d'assurance aux comptes de retraite. Elle était tellement rigoureuse avec les chiffres, tellement prudente pour notre avenir. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle préparait un futur qui ne m'incluait pas. C'est de la fraude, dis-je en saisissant l'un des documents d'assurance. Elle ne pouvait pas te nommer bénéficiaire sans mon accord. Si elle prenait des polices sur sa propre vie, répondit Richard, son sourire devenant glacial, presque prédateur. Était plus intelligente que ce que tu pensais, Stephen. Elle préparait ça depuis des années. Je scrutais les documents avec un cœur lourd. Il avait raison. Ce n'étaient pas des modifications de nos polices existantes. C'étaient des assurances complètement séparées qu'elle avait souscrites sur sa propre vie, nommant Richard comme unique bénéficiaire. « Et Sarah ?» demandai-je. « Elle sait ?» Le visage de Richard s'adoucit légèrement. « Sarah ne sait rien de cet argent. Ella voulait la protéger des détails financiers jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais elle sait que je suis son père et elle veut me rencontrer. » « Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit, répliquai-je. »« Elle t'a dit ce qu'elle pensait que tu voulais entendre, » répondit Richard. « Sarah demande après moi depuis des années, se demandant pourquoi sa mère nous a tenus séparés. Maintenant qu'Ella est partie, rien ne nous empêche de devenir une vraie famille. » La cruauté tranquille de ces mots, l'hypothèse que je n'étais qu'un obstacle à éliminer, fit se serrer mes mains en poing. « Je ne vais rien arrêter. Mais je ne vais pas simplement te donner des centaines de milliers de dollars parce que ma femme morte te les a promis, dis-je. » Richard se pencha, sa voix tombant dans un ton presque menaçant. « Tu n'as pas le choix, Stephen. Ces polices sont légales. Les comptes d'investissement sont légitimes. Et Sarah a besoin d'un père qui puisse vraiment faire partie de sa vie, pas de quelqu'un qu'elle doit cacher parce que sa mère avait trop honte de ses secrets, pour dire la vérité. Sarah fait partie de ma vie depuis exactement 2 jours. Avant cela, je n'avais même pas conscience de son existence. Et à qui la faute ? Les yeux de Richard flamboyèrent de colère. Tu étais tellement contrôlant, tellement rigide sur la perfection et le plan, que Ella se sentait incapable de te parler de son passé. Elle disait que tu l'aurais jugée pour être tombée enceinte avant le mariage, que cela l'aurait fait se sentir honteuse d'avoir un enfant hors mariage. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» demandai-je. Ella disait que tu avais des idées très précises sur ce que doit être une famille, sur ce qui est correct et respectable. Elle disait tu aurais vu Sarah comme la preuve de son échec moral, plutôt que comme une personne digne d'amour. L'accusation me brûla, car elle contenait une part de vérité. J'avais toujours eu des convictions traditionnelles sur le mariage et la famille. J'avais toujours cru qu'il fallait faire les choses correctement, de la bonne manière. Mais jamais je n'aurais puni un enfant pour les circonstances de sa naissance. Jamais je n'aurais tourné le dos à Sarah à cause des choix qu'elle avait faits avant que nous nous rencontrions, n'est-ce pas ? Même si c'est vrai, dis-je, la voix étranglée par l'émotion, cela ne te donne pas le droit de voler de l'argent qui devrait faire partie de mon héritage. Je ne vole rien, je réclame ce qu'Ella m'a promis, ce qu'elle avait mis de côté pour notre avenir, ensemble. Richard rassembla les documents et les glissa dans le dossier. Mais je suis prêt à être raisonnable à ce sujet. Que veux-tu dire ? Je te donne 1 semaine pour contester ces polices légalement. Engage un avocat, remplis tous les papiers nécessaires. Mais quand tu perdras, et tu perdras parce que tout ce qu'elle a fait était parfaitement légal, je veux que tu t'éloignes de la vie de Sarah. Qu'elle ait un vrai père, quelqu'un qui puisse être là pour elle, sans lui faire sentir qu'elle a à se justifier d'exister. L'ultimatum m'a frappé comme un coup de poing en plein cœur. Me battre pour de l'argent que je ne gagnerais probablement pas, ou perdre la seule famille qui me restait. Et si je ne conteste pas les polices, alors nous pourrons peut-être trouver un arrangement. Peut-être que tu pourras encore faire partie de la vie de Sarah, mais de manière limitée. On t'appellera oncle Stephen plutôt que papa, un ami de la famille qui passe de temps en temps et envoie des cartes d'anniversaire. Toi, personnage secondaire dans la vie de ma propre fille, pendant que Richard prendrait le rôle de père qui aurait dû être le mien depuis le début.
Sarah choisira, dis-je fermement. Quoi qu'il arrive avec l'argent, quelles que soient les batailles juridiques, Sarah décidera du type de relation qu'elle veut avoir avec nous deux. Le sourire de Richard était confiant, presque méprisant. Bien sûr qu'elle le fera, et quand elle me rencontrera, ce qu'un vrai père peut lui offrir. Je pense que nous savons tous les deux quel choix elle fera. Il se leva, laissant un billet de $10 sur la table pour son café. Une semaine, Steven, conteste les polices et tu perds tout. Ou accepte la réalité et sauve peut-être un petit rôle dans le futur de Sarah. Après son départ, je suis resté assis dans cette cabine de diner pendant encore 1 heure, fixant mon café refroidi, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Richard Coleman ne réclamait pas seulement l'argent d'Ella. Il réclamait son héritage entier, son amour, ses projets futurs, sa fille, tout ce qui aurait dû m'appartenir de droit après 35 ans de mariage. Mais le pire était cette voix persistante dans ma tête, celle qui murmurait qu'il avait peut-être raison. Peut-être qu'Ella s'était sentie prisonnière de mes attentes, limitée par mes valeurs traditionnelles. Peut-être avait-elle eu peur de me parler de Sarah, croyant que je la jugerais, que je la rejetterais, que je la forcerais à choisir entre son passé et son futur. Peut-être avais-je été un mari si rigide et autoritaire qu'Ella avait préféré vivre une vie entière de secrets, plutôt que de me faire confiance avec la vérité. Mon téléphone vibra avec un message de Sarah. « Comment ça s'est passé? Tu vas bien ?» Je restai longuement à fixer l'écran avant de répondre. « Il faut qu'on parle. Je reviens à l'appartement. » En traversant le trafic de la ville, je tentais de me préparer à la conversation qui m'attendait. Je devais parler à Sarah des revendications de Richard, de l'argent qu'Ella avait mis de côté pour leur avenir, du choix impossible que l'on me forçait à faire entre me battre pour ce qui m'appartenait légalement et risquer de perdre la seule vraie famille que j'avais jamais eue. Mais avant tout, je devais comprendre quelque chose qui me hantait depuis ma confrontation avec Richard. Si Ella avait planifié systématiquement de me quitter, déplaçant de l'argent et mettant en place des assurances depuis des années, pourquoi avait-elle continué à écrire ces lettres, pleines de culpabilité et de peur? Pourquoi semblait-elle réellement partagée, hésitante, plutôt que d'exécuter simplement ses plans? Et pourquoi, dans toutes ces lettres que j'avais lues, n'avait-elle jamais mentionné que Richard avait droit à de l'argent provenant de nos comptes communs? Il y avait quelque chose dans l'histoire de Richard qui ne collait pas, et j'étais déterminé à découvrir ce qu'il me cachait. En retournant à l'appartement, Sarah m'attendait, la boîte de lettres étalée sur la table basse, soigneusement triée par destinataire et par date. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux verts anxieux, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré. « J'ai lu d'autres lettres, dit-elle. Steven, il y a des choses à propos de Richard dont maman s'inquiétait, des choses qu'elle ne m'avait jamais révélées. » Je m'assis à côté d'elle, le cœur déjà lourd. « Quelle sorte de choses ?» demandai-je, la voix serrée. Pris une lettre datée de 6 mois avant la mort d'Ella. Elle commençait à douter de lui, se demandant s'il voulait vraiment fonder une famille ou s'il cherchait seulement la sécurité financière qu'elle pouvait lui offrir. Elle me tendit la lettre, et je lus avec une inquiétude croissante. « Sarah, je dois être honnête avec toi à propos de quelque chose. Richard pose beaucoup de questions sur notre situation financière ces derniers temps, sur l'appartement, sur mes assurances, sur l'héritage que je pourrais laisser. Au début, je pensais qu'il était simplement pratique. Pensons à notre avenir ensemble. Mais quelque chose dans son intérêt me semble étrange. Hier, il m'a suggéré de changer mon testament pour s'assurer qu'il serait pris en charge si quelque chose m'arrivait. Il disait que cela prouverait que je prenais notre relation au sérieux, que je ne le menais pas en bateau. Je lui ai dit que l'appartement était déjà réglé, que tu aurais toujours une place où vivre. Mais il a dit que ce n'était pas suffisant. Un homme a besoin de sécurité, s'il doit bouleverser toute sa vie pour l'amour. Je commence à me demander si je n'ai pas été naïve, Sarah. Et si Richard ne m'aimait pas vraiment? Et s'il me disait simplement ce que je voulais entendre pour obtenir un gain financier? La lettre me glissa des mains. Je regardais Sarah, qui m'observait avec une expression de crainte grandissante. « Il y a d'autres lettres comme celle-ci, » murmura-t-elle.
plus maman se rapprochait de te dire la vérité, plus elle se méfiait des intentions de Richard. Dans sa dernière lettre, elle parlait de tout arrêter, de te confesser la vérité et de tenter de reconstruire votre mariage. Sa dernière lettre, écrite seulement quelques semaines avant l'accident qui l'a tué. Sarah, murmurai-je, la voix à peine audible. Je crois que Richard Coleman nous a menti à tous les deux. Sarah et moi passâmes les 3 heures suivantes à examiner chaque lettre, reconstituant une chronologie de la relation d'Ella avec Richard, qui révélait une image bien différente de celle qu'il avait présentée au dîner. Ce qui avait commencé comme une romance ravivée s'était peu à peu transformé en quelque chose qui rendait Ella de plus en plus mal à l'aise. « Regarde celle-ci », dit Sarah en me tendant une lettre datée de 4 mois avant l'accident. Elle commence à tout remettre en question. Je lus l'écriture soignée d'Ella, la colère montant avec chaque mot. Richard a encore appelé aujourd'hui pour demander des détails sur les assurances-vie. Il voulait savoir exactement de quelle somme il s'agissait et s'il y avait des complications qui pourraient retarder le versement si quelque chose m'arrivait. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de savoir ces détails précis, il a dit qu'il voulait juste être pratique, s'assurer que Sarah serait protégée. Mais Sarah a l'appartement, son travail, tout ce qu'il lui faut pour être indépendante. Pourquoi Richard aurait-il besoin de centaines de milliers de dollars pour s'occuper d'elle, à moins qu'il ne pense pas du tout à la protéger? Je commence à comprendre que le Richard que j'ai aimé il y a 33 ans n'est peut-être pas le même homme qui m'appelle depuis 2 ans. Ou peut-être ai-je été tellement seul, tellement coupable de tous les mensonges que j'ai vécus, que je n'ai entendu que ce que je voulais entendre, plutôt que ce qu'il disait vraiment. Je posai la lettre et regardai Sarah, qui classait méthodiquement toute la correspondance par ordre chronologique. « Combien y a-t-il de lettres au total » demanda-je. « 47 pour moi, 31 pour Richard et 28 pour toi », répondit-elle sans lever les yeux de son travail. Mais le plus intéressant, c'est comment le ton change au fil du temps. Les premières lettres à Richard sont romantiques, pleines d'espoir. Les dernières deviennent prudentes, presque craintives. Craintives de quoi? Sarah me tendit une autre lettre, datée d'à peine 6 semaines avant la mort d'Ella. J'ai fait une terrible erreur aujourd'hui. J'ai parlé à Richard du compte de retraite de Steven, de la pension qu'il touchera à la fin de sa carrière. Sa réaction a été immédiate et intense. Il voulait savoir s'il pouvait accéder à ses fonds dans le cadre d'un divorce. Quand je lui ai dit que la retraite de Steven le concernait uniquement, que je ne tenterais jamais de prendre de l'argent qu'il avait gagné en 40 ans de travail, Richard s'est mis en colère. Il m'a dit que j'étais naïve, que je devais tout faire pour protéger notre futur familial. C'est là que j'ai compris que Richard ne voulait pas seulement moi. Il veut la sécurité financière que je représente. Il veut tout ce que Steven et moi avons construit ensemble, tout ce que nous avons épargné pour notre avenir. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il m'a répondu que j'avais déjà eu 33 ans pour réfléchir, qu'il était temps d'agir. La conversation s'est mal terminée. Il a raccroché quand je n'ai pas accepté de chercher à obtenir l'argent de la retraite de Steven. Je ne sais plus quoi faire. J'ai créé un tel désordre avec mes mensonges et mes secrets. J'ai blessé Steven par ma tromperie. J'ai embrouillé Sarah concernant son avenir. Et maintenant, j'ai donné à Richard l'impression que je suis un trésor financier qu'il peut exploiter. Peut-être que la meilleure chose à faire est de tout dire à Steven et de le laisser décider si notre mariage mérite d'être sauvé. Peut-être que l'honnêteté, à ce stade, vaut mieux que de continuer à vivre un mensonge qui ne fait que s'enchevêtrer. 6 semaines, soufflai-je, la voix creuse. Elle avait prévu de tout me révéler 6 semaines avant sa mort. Sarah hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Et regarde ça, elle me tendit ce qui semblait être la dernière lettre qu'Ella avait écrite, datée d'1 semaine seulement avant l'accident. Steven, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai enfin trouvé le courage de te dire la vérité, sur Sarah, sur Richard, sur toutes les manières dont j'ai échoué en tant que femme. Je sais que tu as tous les droits de me haïr, de demander le divorce, de ne plus jamais me parler. J'ai menti pendant tout notre mariage et je n'attends pas ton pardon. Mais tu dois savoir que j'ai changé d'avis
sur le fait de te quitter pour Richard. Ces derniers mois m'ont montré que ce que je pensais être de l'amour n'était en réalité que de la culpabilité et de la nostalgie. Richard veut quelque chose de moi qui n'a rien à voir avec l'amour, mais tout à voir avec l'argent et la sécurité. Toi, Steven, tu m'as aimé pendant 35 ans sans jamais demander autre chose que la vérité, la seule chose que je n'ai jamais su te donner. Tu as été fidèle, bienveillant, patient, même quand je ne méritais rien de tout cela. Je sais qu'il est probablement trop tard pour sauver notre mariage. Je sais qu'apprendre l'existence de Sarah et toutes ces années de tromperie te fera mal, d'une manière que je ne pourrai jamais réparer, mais je veux essayer. Je veux te parler de notre fille et espérer que ton cœur sera assez grand pour l'aimer comme je sais que tu l'aurais fait depuis le début. Je veux te présenter Sarah et voir si nous pouvons construire la famille que nous aurions dû avoir dès le départ. Quant à Richard, j'ai décidé de couper tout contact avec lui. J'ai déjà commencé à remettre les polices d'assurance à ton nom, là où elles auraient dû être depuis le début. L'appartement restera à Sarah, mais tout le reste, investissement, économie, avenir que j'avais planifié, t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Je t'aime, Steven. Je t'ai toujours aimé. Je n'avais tout simplement jamais su comment le montrer de manière honnête et sincère. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Ta femme est là. Je finis de lire la lettre, les mains tremblantes. Ma vision se brouilla sous les larmes que je ne pouvais plus retenir. Ella avait prévu de se confesser, de me choisir, d'essayer de reconstruire notre mariage avec la vérité plutôt que le mensonge. Elle comptait éliminer Richard de sa vie entièrement, mais elle est morte avant de pouvoir accomplir quoi que ce soit. Steven, murmura Sarah, les polices d'assurance que Richard t'a montrées. Je ne pense pas qu'elles soient légitimes. Si maman avait prévu de les remettre à ton nom, elle aurait déjà commencé le processus. J'essuyai mes yeux et tentai de réfléchir clairement. Nous devons appeler directement les compagnies d'assurance. Savoir exactement quelle police existe et qui sont les bénéficiaires actuels. Et si Richard mentait sur tout. Et si aucune police ne le désignait comme bénéficiaire. La possibilité me frappa comme une révélation. Et si les demandes confiantes de Richard ordinaire étaient basées sur de faux documents. Et si tout cela n'était qu'un pari, qu'il croyait que je ne connaîtrais pas assez les finances d'Ella pour le contredire. Mon téléphone vibra. Un message de Richard s'afficha à l'écran. « As-tu pris ta décision ? J'ai besoin d'une réponse avant demain après-midi. L'avenir de Sarah dépend de ton choix. » Je montrai le message à Sarah, qui le lut, la colère montant en elle. « Il te menace, dit-elle. Il essaie de m'utiliser pour obtenir de l'argent qui ne lui revient pas. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville où, quelque part, Richard Coleman attendait ma réponse. Il croyait tenir toutes les cartes, pensait qu'il pourrait m'intimider pour obtenir tout ce qu'Ella avait prévu pour moi. Il croyait pouvoir voler mon héritage et ma fille avec un mélange de menaces légales et de manipulation émotionnelle. Il se trompait. « Sarah, dis-je en me retournant vers elle, je dois te poser une question importante. Si Richard a menti sur les polices d'assurance, s'il n'y a aucune obligation légale de lui donner quoi que ce soit, quelle relation veux-tu avoir avec lui ?» Elle resta silencieuse longtemps, fixant ses mains. Il y a 2 jours, j'aurais dit que je voulais connaître mon père biologique, que j'attendais toute ma vie pour le rencontrer. Mais en lisant ses lettres, voyant comment il manipulait maman, et comment il essaie de te manipuler, elle leva les yeux vers moi, ses yeux verts si semblables à ceux d'Ella. Je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un qui exploiterait une famille en deuil pour de l'argent, même si c'est ton père biologique. Être père, ce n'est pas seulement une question de biologie, dit-elle avec fermeté. C'est se montrer présent, se soucier du bien-être de quelqu'un, mettre ses besoins avant les siens. En 2 jours, tu m'as montré plus de soins authentiques que Richard en 32 ans. Ces mots me frappèrent d'une chaleur inattendue. Sarah, je veux que tu comprennes quelque chose. Si je combats cela, si je conteste les revendications de Richard, ça pourrait devenir compliqué. Il pourrait essayer de te retourner contre moi, te dire des choses sur moi ou sur ta mère qui ne sont pas vraies. Qu'il essaye, dit-elle avec une détermination féroce qui me rappela étrangement Ella. J'ai passé toute ma vie à me demander qui était mon père. Maintenant je sais que je l'ai déjà trouvé. Les larmes me piquèrent de nouveau les yeux.
Tu es sûr? Tu veux vraiment que je me batte pour l'héritage qu'Ella voulait nous laisser? Je suis sûr que je veux que tu te battes pour notre famille, dit-elle. La vraie famille que maman essayait de créer avant de mourir. Ce soir-là, j'appelais David Morrison, l'avocat qui avait géré la planification. Successory Della. Raccroché. Je trouvais Sarah dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Un simple plat de pâtes, mais qui sentait la maison, d'une manière que notre appartement de Maple Street n'avait plus connue depuis la mort d'Ella. Richard n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. Les assurances qu'il m'a montrées étaient fausses. Les épaules de Sarah se détendirent, soulagées. C'est terminé. La partie financière est réglée. Mais Sarah, il y a autre chose dont il faut parler. Je m'assis à la petite table de la cuisine, soudain nerveux à l'idée de cette conversation. Et maintenant, que fait-on de nous? Tu veux continuer à vivre ici? Que je vende l'appartement? Essaierons-nous de construire une relation? Ou préfères-tu rester en contact seulement de temps en temps? Elle éteignit la cuisinière et s'assit en face de moi. Que veux-tu, Steven? La question me surprit. Pendant 35 ans, j'avais pensé à ce qu'Ella voulait, à ce qui la rendrait heureuse, à ce qui maintiendrait notre mariage stable. Rarement je m'étais demandé ce que je voulais réellement. Je veux une famille, répondis-je honnêtement. Je veux tout apprendre de toi. Tes passions, tes rêves, tes peurs, tes films, tes livres, tes plats préférés. Je veux savoir ce qui te fait rire et ce qui te fait pleurer. Je veux être le père que j'aurais été depuis le début, si j'en avais eu la chance. Sarah sourit. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je vis un vrai bonheur sur son visage. Steven, je ne veux pas que tu prennes soin de moi par obligation, à cause de la culpabilité des secrets de maman. Je veux que tu me choisisses parce que tu me veux vraiment dans ta vie. Je te veux dans ma vie, dis-je sans hésiter. Pas par obligation ni par culpabilité, mais parce que tu es intelligente, forte et généreuse, et parce que je vois tant des meilleures qualités de ta mère en toi. Je te veux dans ma vie parce que tu m'as appelé papa, et que ça m'a donné l'impression de rentrer à la maison. Nous restâmes là, face à cette petite table. Deux étrangers il y a 48 heures, mais qui choisissaient de devenir une famille, malgré toute la douleur et les mensonges qui nous avaient réunis. Il y a une dernière chose, dis-je. Je vends la maison de Maple Street. Trop de souvenirs, trop de rappels d'une vie bâtie sur des mensonges. Je veux recommencer ailleurs. Où iras-tu? Demanda-t-elle. Je souris. J'espérais qu'elle pourrait m'aider à trouver un endroit assez proche pour te voir régulièrement, mais assez loin de Richard Coleman pour que nous puissions construire notre relation sans interférence. Sarah tendit la main et prit la mienne. J'aimerais ça. Beaucoup. À l'extérieur des fenêtres de l'appartement, les lumières de la ville commençaient à scintiller dans le crépuscule naissant. Quelque part là-bas, Richard Coleman attendait une réponse qui ne viendrait jamais. Demain matin, il recevrait la lettre de David, l'informant que ses revendications étaient frauduleuses, que ses exigences n'avaient aucun fondement légal, que la famille qu'il avait tenté de manipuler était plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Mais ce soir, Sarah et moi étions assis dans la maison qu'Ella avait créée pour sa fille, planifiant un futur que nous n'aurions jamais imaginé, il y a seulement 48 heures. Un futur basé sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur la vérité plutôt que sur la tromperie, sur ce genre d'amour qui ne demande rien en retour, sauf la chance de grandir ensemble. 3 mois plus tard, je me tenais dans le salon de mon nouvel appartement, à seulement 6 pâtés de maison de celui de Sarah, regardant le soleil matinal traverser des fenêtres qui n'avaient jamais connu les secrets d'Ella, ni ma solitude d'autrefois. L'espace était plus petit que la maison de Maple Street, mais il paraissait infiniment plus vaste. De la place pour respirer, pour construire quelque chose de nouveau, pour mener la vie honnête que je n'avais jamais cru possible. La sonnette retentit, et j'ouvris la porte. Sarah se tenait là, une boîte de pâtisserie à la main, le sourire qu'elle arborait étant devenu précieux pour moi, d'une manière que je commençais seulement à comprendre. « Joyeuse fête des pères », dit-elle en entrant et en posant la boîte sur mon plan de travail. Je sais que ce n'est pas encore officiel, mais je me suis dit,
qu'on pouvait pratiquer. Fête des pères. J'avais passé 60 ans sans jamais imaginer que je la célébrerais autrement que comme un fils appelant son propre père. Et voilà que Sarah choisissait de marquer ce jour avec moi, alors que nous ne nous connaissions que depuis moins de 4 mois. Même si l'adoption légale ne serait finalisée que dans quelques semaines. Tu n'étais pas obligé de faire quelque chose de spécial, dis-je, incapable de retenir mon sourire en la regardant se déplacer dans ma cuisine avec la familiarité de quelqu'un qui y appartient. Si, je devais le faire, répondit-elle fermement. Tu sais depuis combien de temps je voulais offrir des cadeaux pour la fête des pères? 32 ans, Steven. Je ne rate pas cette occasion. Elle me tendit un paquet emballé, les yeux brillants d'excitation et d'un peu de nervosité. À l'intérieur, une photo encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. Ella tenant le bébé Sarah dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital, toutes deux regardant l'objectif avec une expression d'amour pur. Je l'ai trouvée dans les papiers de maman, expliqua Sarah. Elle l'a gardée cachée toutes ces années. Mais je pense qu'elle espérait toujours qu'un jour tu pourrais la voir. Qu'un jour nous serions tous une famille ensemble. Je restais figé devant la photo, voyant Ella comme jeune mère pour la première fois, voyant le bébé qui allait devenir la fille que je n'avais jamais su me manquer. L'image était à la fois magnifique et déchirante. Un aperçu de la famille que nous aurions pu être si Ella avait eu le courage de me faire confiance dès le début. Il y a autre chose, dit Sarah en sortant une enveloppe de son sac. Une lettre de Richard. Mon estomac se serra. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que la lettre de David avait informé Richard que ses revendications étaient frauduleuses. 6 semaines depuis la dernière fois que nous avions eu de ses nouvelles. J'espérais qu'il avait accepté sa défaite et qu'il avait tourné la page. J'ouvris l'enveloppe et lus le message bref et amer. Sarah, ta mère m'a promis une vie que je n'aurai jamais à cause de l'égoïsme de Steven. J'espère que tu réalises qu'il te vole ton héritage, qu'il garde l'argent qui aurait dû soutenir nous deux. Quand tu en auras assez de jouer à la famille avec un homme qui ne t'a jamais voulu, appelle-moi. Je serai toujours là, toujours ton vrai père. Richard. Je rendis la lettre à Sarah, la mâchoire serrée de colère. Tu vas répondre? Demandai-je. J'ai déjà répondu, dit-elle. Elle sortit son téléphone et me montra un message qu'elle avait envoyé. Richard. Steven n'a rien volé. Il a hérité légalement de ce que maman lui a laissé. Et il le partage avec moi parce que c'est ça, un vrai père. Tu as passé 32 ans sans savoir que j'existais, et ces 3 derniers mois à essayer de m'utiliser pour de l'argent. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le type de père que tu aurais été. Ne me contacte plus, s'il te plaît. Je la regardais, rempli d'admiration et de fierté. Comment ça fait de lui dire enfin ce que tu penses vraiment? Répondit-elle, sans hésitation. Pendant des années, j'avais construit une image idéalisée de mon père biologique. Je pensais qu'en le rencontrant, tout aurait un sens. Mais la réalité est bien différente de la fantaisie. Elle s'installa sur le canapé, repliant ses jambes sous elle d'une manière qui me rappelait tant et là que j'en perdis le souffle. Mais je veux parler d'autre chose, de quelque chose d'encore plus important. Je la rejoignis sur le canapé, remarquant son expression sérieuse. De quoi s'agit-il? La maison de Maple Street a été vendue la semaine dernière, n'est-ce pas? Je hochai la tête. La vente avait été finalisée 3 jours plus tôt, rompant enfin mon dernier lien matériel avec la vie que j'avais partagée avec Ella. L'acheteur semblait enthousiaste à l'idée de la moderniser. Elle a du potentiel, mais il faut la moderniser, avait-il dit. Combien en as-tu tiré? 320 000 $. Pourquoi? Sarah prit une profonde inspiration. Je veux parler de l'argent. Tout l'argent. La vente de la maison, les polices d'assurance, l'héritage de maman. J'ai réfléchi à ce qui serait juste. Un frisson familier d'appréhension me traversa la poitrine. Sarah, nous en avons déjà parlé. Ta mère m'a tout laissé légalement, mais moralement tu es sa fille. Tu as parfaitement le droit d'arrêter. Ce n'est pas ce que je dis, répondit-elle doucement. Elle sortit un dossier de son sac,
le même type d'organisation méticuleuse qu'elle a adoré. Parler à des conseillers financiers. Réfléchis à ce qui serait réellement le mieux pour nous deux. Elle ouvrit le dossier et me montra plusieurs documents. Je veux que tu mettes la majorité de l'argent sur tes comptes de retraite, Steven. Tu as 60 ans et tu as besoin de sécurité pour le reste de ta vie. Moi, j'ai 32 ans, un bon emploi et mon propre appartement. Je n'ai pas besoin de centaines de milliers de dollars tout de suite. Je la regardais, la gorge serrée par l'émotion. Sarah, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. Pas parce que je veux l'argent, mais parce que je veux quelque chose de plus important. Elle soutint mon regard avec cette honnêteté directe qui avait caractérisé chacune de nos conversations depuis le premier jour dans son appartement. Je veux un père qui ne s'inquiète pas pour l'argent, qui ne culpabilise pas pour l'héritage et qui peut juste se concentrer sur le fait d'être mon papa. Le mot me frappa comme toujours. Papa. Pas Steven, pas Monsieur Harrison, mais papa. Ce titre que j'avais perdu tout espoir de jamais mériter. Que proposes-tu? Garde 400 000 dollars pour ta retraite, dit-elle en pointant les projections financières qu'elle avait préparées. C'est suffisant pour compléter ta pension et ta sécurité sociale. Suffisant pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter pour l'argent. Mets 50 000 dollars dans un fonds pour les futurs petits-enfants. Et donne-moi 50 000 dollars pour un apport quand je serai prête à acheter une maison plus grande. Ces calculs, impressionné par la minutie de son plan. Tu as vraiment tout pensé, dis-je. J'ai appris les meilleurs, dit-elle avec un léger sourire. Maman disait toujours que tu étais brillant en planification financière. J'ai pensé que je devais essayer de penser comme toi. La générosité de sa proposition me laissa sans voix. Elle renonçait à 3/4 d'un héritage auquel elle avait moralement droit, juste pour assurer ma sécurité financière. Sarah, c'est trop. Je ne peux pas te laisser faire. Tu ne me laisses rien faire, interrompis-je. Je choisis de le faire parce que je t'aime, parce que je veux le meilleur pour nous deux, et parce que je sais que maman aurait voulu que nous prenions soin l'un de l'autre. Je posai le dossier et la pris dans mes bras, émerveillé par la facilité, par la justesse de ce geste. Tu es sûr de toi? Complètement, mais à une condition. Laquelle? On va utiliser une partie de l'argent pour faire un voyage ensemble. Maman parlait toujours de combien tu rêvais d'aller en Irlande, de toutes ces années où tu avais prévu ce voyage, mais ne l'avais jamais fait, parce que tu économisais pour autre chose. Irlande, le voyage qu'Ella et moi avions évoqué quelques jours seulement avant sa mort. Ces vacances que nous n'avions jamais prises, toujours repoussées pour une raison ou une autre, une facture, une réparation, une urgence. On pourrait y aller cet automne, continua Sarah, la voix s'animant, voir la campagne, visiter les châteaux. Peut-être explorer ton histoire familiale. J'ai regardé. Harrison est à l'origine un nom irlandais. On pourrait retracer tes ancêtres, découvrir d'où vient ta famille. L'idée de voyager en Irlande avec ma fille, de finalement faire ce voyage dont je rêvais depuis des décennies, me donnait un sentiment de guérison que je n'avais jamais imaginé possible. J'aimerais ça, dis-je, la voix nouée par l'émotion. Moi aussi, répondis-je, vraiment beaucoup. Bien, parce que j'ai déjà commencé à regarder les vols. Je ris, le premier vrai rire, pur, depuis la mort d'Ella. Bien sûr que oui, tu es vraiment la fille de ta mère. Et la tienne aussi, dit-elle avec fermeté. Je suis aussi à toi. Plus tard, dans l'après-midi, nous marchâmes jusqu'à un petit café, près de l'appartement de Sarah. Le même chemin que nous avions pris des dizaines de fois ces 3 derniers mois. Cette routine était devenue précieuse pour moi. Ces moments simples de connexion, sans explication ni justification, juste le plaisir pur de passer du temps avec quelqu'un que j'aimais. Assis à notre table habituelle, près de la fenêtre, Sarah sortit une autre enveloppe, cette fois en tête officielle. « Les papiers d'adoption sont arrivés, » dit-elle en les glissant vers moi. « C'est officiel maintenant. Légalement, officiellement, tu es mon père. » Je regardais les documents qui rendaient officiel ce qu'il était déjà dans mon cœur. Sarah Elizabeth Harrison, ma fille, à tous égards important. « Comment ça fait ?» demanda-t-elle, reprenant la question que je lui avais posée à propos de la lettre de Richard. « Comme rentrer à la maison, » répondis-je honnêtement. Comme si tout ce que j'avais traversé, les mensonges, les tromperies, la douleur, en valaient la peine. Parce que ça m'a conduit à toi.
Elle tendit la main et la posa dans la mienne. Maman serait heureuse, tu sais, de nous voir comme ça, de voir tout ça. Dans ses dernières lettres, elle n'arrêtait pas de parler de son espoir que nous devenions enfin une famille. Elle disait que c'était la seule chose bonne qui pourrait sortir de toutes ces erreurs. Je pensais à Ella, à cette femme qui avait gardé tant de secrets, mais qui m'avait offert le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Malgré tous les mensonges, malgré toutes les blessures qu'elle m'avait infligées, elle m'avait aussi permis de devenir père. Sa tromperie était une erreur, mais elle avait conduit à quelque chose de juste, de beau. Je lui pardonne, dis-je, surpris par mes propres mots. Je pardonne à ta mère pour tous les mensonges, les secrets, ses projets de me quitter. Parce que si elle n'avait pas pris toutes ces décisions, je ne t'aurais jamais trouvé. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Elle t'aimait, papa. À sa manière compliquée, elle t'aimait vraiment. Je sais, dis-je, et pour la première fois, je le pensais sincèrement. Et je t'aime, pas parce que tu es d'elle, pas par culpabilité ou obligation, mais parce que tu es toi, parce que tu es intelligente, gentille et courageuse, et parce que tu as choisi d'être ma fille alors que tu n'étais pas obligé de le faire. Nous restâmes assis dans un silence confortable, regardant le soleil de fin d'après-midi traverser les fenêtres du café. Deux personnes qui s'étaient retrouvées dans les décombres des secrets et des mensonges et qui avaient choisi de construire quelque chose de nouveau ensemble. Mon téléphone vibra. Un message de David Morrison, compte de retraite configuré. Fonds pour le voyage en Irlande établi. Tout est exactement comme vous l'avez demandé, toi et Sarah. Félicitations pour l'adoption. Je montrai le message à Sarah, qui sourit avec satisfaction. Alors, c'est vraiment fait, dit-elle. Nouvelle vie, nouvelle famille, nouvel avenir. Nouveau tout, répondis-je. Et Sarah, merci pourquoi? Pour m'avoir choisi. Pour m'appeler papa. Pour m'avoir donné la chance de devenir le père que j'ai toujours voulu être. Elle serra ma main. Merci de m'avoir choisi en retour. Dehors, la ville poursuivait son rythme quotidien, pleine de gens vivant leur vie compliquée, gardant leurs secrets, faisant leurs choix. Quelque part, Richard Coleman était probablement encore amer à propos de l'héritage auquel il n'avait jamais vraiment eu droit. Ailleurs, d'autres familles luttaient avec leur propre toile de tromperie et de déception. Mais à l'intérieur de ce petit café, Sarah et moi planifions notre voyage en Irlande, parlant de la maison qu'elle voudrait acheter un jour. Simple et naturel, qui naît entre des personnes qui ont choisi de s'aimer sans condition. J'avais 60 ans. Je recommençais avec une fille que je connaissais depuis 4 mois, et un avenir qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais prévu. Ça aurait dû être terrifiant. Au lieu de cela, c'était le début de la vie que j'étais toujours destiné à vivre. Honnête, ouverte, construite sur le choix plutôt que sur l'obligation. L'héritage qu'Ella m'avait laissé n'était pas seulement de l'argent ou une propriété. C'était la chance de devenir l'homme que je n'avais jamais eu le courage d'être, un père, un protecteur, quelqu'un capable d'aimer pleinement, sans peur de la trahison. Et en regardant ma fille planifier nos aventures avec le même soin méticuleux que sa mère avait mis dans ses secrets, je compris que parfois les cadeaux les plus précieux arrivent enveloppés dans les découvertes les plus douloureuses. Parfois, il faut tout perdre pour trouver tout ce dont on a vraiment besoin. Parfois, la famille que l'on choisit est plus réelle que celle dans laquelle on est né. Et parfois, l'amour suffit vraiment à construire quelque chose de beau à partir des cendres de ce qui était brisé.